Il y a quelques années, si vous m'aviez dit que le Canada et les États-Unis seraient au bord d'une rupture stratégique, j'aurais ri. Vous aussi, probablement. Ces deux pays, c'était l'alliance parfaite. La frontière la plus longue du monde, presque invisible. Des échanges de plus de 800 milliards de dollars par an. Une histoire commune, une défense commune, une culture partagée. Le modèle absolu de ce que deux nations voisines peuvent construire ensemble. Et pourtant, ce que vous allez voir dans cette vidéo va peut-être vous surprendre. Peut-être même vous déranger. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre Ottawa et Washington ne ressemble à rien de ce qu'on a connu depuis un siècle. Ce n'est pas une dispute commerciale ordinaire. Ce n'est pas une tension diplomatique passagère. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus structurel. C'est le début de la fin d'un monde. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que la plupart des gens ne l'ont pas encore compris. Ils voient les titres de journaux, les déclarations politiques, les chiffres économiques. Mais ils ne voient pas la transformation de fond qui est en train de se jouer. Pas encore. Moi, je vais vous la montrer. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble, de manière méthodique, factuelle, sans idéologie, ce qui est réellement en train de se passer entre le Canada et les États-Unis. On va aller au-delà des manchettes. On va analyser les causes profondes, les conséquences concrètes et surtout, ce que ça signifie pour le monde entier. Parce que cette histoire ne concerne pas uniquement deux pays nord-américains. Elle nous concerne tous. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais vous révéler dans les 40 prochaines minutes pourrait changer la façon dont vous regardez la géopolitique mondiale. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, on analyse les grandes mutations géopolitiques que les médias traditionnels ne vous expliquent pas vraiment. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo? Ça m'aide énormément à savoir quel sujet développer. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre ce qu'était cette relation, ce qu'elle représentait, ce qu'elle valait. Le Canada et les États-Unis partagent la frontière terrestre la plus longue du monde, 891 km. Pendant des décennies, cette frontière était presque fictive dans la pratique quotidienne. Des millions de personnes la traversaient chaque année pour le travail, pour les achats, pour les vacances. Des familles à cheval sur les deux pays. Des entreprises dont les usines étaient d'un côté et les marchés de l'autre. Une intégration économique tellement profonde qu'elle était devenue invisible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 800 milliards de dollars d'échanges commerciaux par an entre les deux pays. Des millions d'emplois des deux côtés de la frontière qui dépendent directement de ces échanges. En Ontario, la province la plus industrialisée du Canada, une voiture fabriquée dans une usine de Windsor peut traverser la frontière 10 fois avant d'être achevée. Les pièces font des allers-retours entre les usines canadiennes et américaines dans un balai logistique parfaitement huilé. C'est ça, l'intégration nord-américaine. Et cette intégration ne se limitait pas à l'économie. Elle touchait la défense, le renseignement, la diplomatie. Le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, a été créé en 1958. Depuis lors, les deux pays surveillent ensemble l'espace aérien nord-américain, partagent leurs radars, coordonnent leurs réponses militaires. C'est une intégration stratégique sans équivalent dans le monde entre deux États souverains distincts. Sur le plan du renseignement, le Canada fait partie des Five Eyes, le réseau de partage de renseignements le plus exclusif de la planète, qui regroupe les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ces 5 pays partagent leurs informations les plus sensibles, coordonnent leurs opérations, travaillent main dans la main face aux menaces communes. C'est un niveau de confiance qui dépasse tout ce qu'on observe normalement entre États souverains. Culturellement, les liens sont encore plus profonds. La langue anglaise est partagée par la grande majorité des Canadiens et des Américains. Hollywood est regardé à Toronto comme à Los Angeles. Les mêmes émissions, les mêmes musiques, les mêmes tendances. Il y a dans l'identité canadienne quelque chose de paradoxal. Une culture propre, distincte, fière, mais qui se définit en partie par contraste avec le voisin américain. Nous ne sommes pas les Américains, même si nous leur ressemblons. C'est une identité fragile, mais réelle. Cette relation était tellement solide qu'elle avait survécu à des crises considérables.
En 2003, le Canada a refusé de participer à l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis, une décision qui avait créé des tensions sérieuses avec Washington. Mais la relation avait absorbé le choc. Elle était repartie. En 2018, lors du premier mandat Trump, il y avait déjà eu des frictions commerciales importantes, des tarifs sur l'acier et l'aluminium, des négociations tendues sur l'ALENA. Là encore, la relation avait tenu. On s'était dit, c'est une turbulence, ça passera. Mais ce qui se passe aujourd'hui est différent, fondamentalement différent. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première erreur que font beaucoup d'analystes et beaucoup de politiciens canadiens, c'est de traiter la politique de Trump comme une aberration conjoncturelle. Un accident de l'histoire. Une parenthèse qui se fermera quand le président changera. C'est une erreur d'analyse majeure. Voici pourquoi. Ce que Trump représente, ce n'est pas simplement un style politique différent. C'est l'expression d'une transformation profonde dans la manière dont une partie significative de la société américaine conçoit la place des États-Unis dans le monde. Cette transformation n'a pas commencé avec Trump. Elle couvait depuis des décennies, alimentée par la désindustrialisation, les inégalités croissantes, la frustration de communautés entières qui avaient le sentiment d'avoir été sacrifiées sur l'autel de la mondialisation. Trump a capté cette frustration et lui a donné un cadre idéologique. Le monde nous exploite. Nos alliés profitent de nous. Les accords commerciaux nous ont appauvris. Il faut reprendre le contrôle. Cette grille de lecture est simpliste, souvent factuellement inexacte, mais elle est politiquement puissante, et elle survit à Trump lui-même. Le Parti républicain a été transformé en profondeur par ce courant. Même sans Trump, une grande partie de cette vision du monde resterait présente dans la politique américaine pour les décennies à venir. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour le Canada? Tout. La nouvelle doctrine américaine repose sur une prémisse simple. Les États-Unis sont la puissance dominante, et cette domination est un outil à utiliser, pas seulement à entretenir. Dans cette vision, les accords commerciaux multilatéraux, les institutions internationales, les alliances non traditionnelles, tout ça, c'est des contraintes, des cages, des mécanismes qui empêchent les États-Unis d'utiliser pleinement leur puissance. La solution? Le bilatéralisme pur, la négociation directe, la pression économique, l'utilisation du marché américain, le plus grand du monde, comme levier de négociation. Si vous voulez accéder à ce marché, vous acceptez nos conditions. Sinon, vous payez des tarifs. C'est aussi simple que ça, et cette logique, elle s'applique à tout le monde. À la Chine, bien sûr, mais aussi à l'Europe, à la Corée du Sud, au Mexique et au Canada. Même le Canada. En 2025, les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers significatifs sur plusieurs catégories de produits canadiens. L'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, certains produits agricoles. La justification officielle varie. Sécurité nationale par ici, pratiques déloyales par là, protection de l'emploi américain ailleurs. Mais la logique est toujours la même. Forcer Ottawa à accepter de nouvelles conditions, plus avantageuses pour Washington. Pour le Canada, l'impact est brutal. Pas parce que les tarifs eux-mêmes sont insurmontables. Ils ne le sont pas. Mais parce qu'ils créent quelque chose de pire que des coûts élevés. Ils créent de l'incertitude. Et dans une économie moderne, l'incertitude tue l'investissement. Réfléchissez-y un instant. Vous êtes le PDG d'une entreprise canadienne. Vous devez décider d'investir 500 millions de dollars dans une nouvelle usine. Vous savez que 70% de votre production sera vendue aux États-Unis. Mais vous ne savez pas si dans 6 mois, dans 1 an, les tarifs vont doubler. Vous ne savez pas si les règles d'accès au marché américain vont changer. Vous ne savez pas si l'accord commercial que vous avez signé il y a 5 ans sera renégocié unilatéralement. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Vous gelez vos décisions. Vous ne construisez pas cette usine. C'est ça, le vrai dommage économique. Pas les tarifs eux-mêmes. L'incertitude qu'ils créent, et cette incertitude se diffuse partout, dans les décisions d'embauche, dans les plans d'expansion, dans les stratégies de long terme. Elle paralyse l'économie. Et le Premier ministre canadien Mark Carney l'a dit clairement dans les termes les plus directs qu'un dirigeant canadien ait jamais utilisé vis-à-vis des États-Unis. Notre dépendance aux Américains était une erreur. L'espoir n'est pas un plan,
La nostalgie n'est pas une stratégie. Ces mots, prononcés publiquement par le dirigeant d'un pays allié des États-Unis depuis toujours, c'est historique. C'est un signal fort, et il a raison de les prononcer. Face à ce nouveau contexte, le Canada de Mark Carney a choisi une approche que peu auraient imprévue. Non pas l'apaisement, mais le repositionnement stratégique. Non pas la négociation servile, mais l'affirmation d'une plus grande autonomie. Et cette approche est à la fois courageuse et risquée. La stratégie canadienne s'articule autour de 3 axes principaux. Premier axe, la diversification commerciale. Ottawa a lancé une offensive diplomatique tous azimuts pour développer de nouveaux partenariats. En Europe d'abord, où l'accord économique et commercial global, l'AECG, qui était sous-exploité depuis sa signature en 2016, retrouve une nouvelle pertinence stratégique. En Asie ensuite, où le Canada cherche à renforcer ses liens avec le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et les économies de l'ASEAN. Et, fait remarquable, même avec la Chine, malgré les tensions diplomatiques persistantes, des discussions commerciales ont été réactivées pour sécuriser certaines chaînes d'approvisionnement. C'est un pragmatisme forcé, pas une naïveté. Deuxième axe, l'affirmation d'une position de force. Dans les négociations avec Washington, le Canada a choisi de répondre aux tarifs par des tarifs. Il n'a pas capitulé. Il a imposé des droits de douane ciblés sur des produits américains sélectionnés stratégiquement. Du jus d'orange de Floride, du fromage du Wisconsin, de l'acier de Pennsylvanie. Ces produits ont été choisis pour leur impact politique maximum dans des États clés, pour montrer aux élus américains que la confrontation commerciale avec le Canada a un coût chez eux aussi. C'est de la diplomatie de précision. Troisième axe, la transformation interne de l'économie canadienne. C'est le plus difficile, le plus long, le plus coûteux, mais aussi le plus fondamental. Pendant des décennies, le Canada a pu se permettre de ne pas développer certaines industries, certaines capacités logistiques, certaines infrastructures d'exportation, en comptant sur l'accès facile et garanti au marché américain. Cette ère est terminée. Ottawa investit désormais dans de nouvelles capacités. Ports et terminaux d'exportation pour le GNL, accès aux marchés asiatiques, développement des industries technologiques, valorisation des minéraux critiques qui sont indispensables à la transition énergétique mondiale. Ces 3 axes dessinent une vision cohérente, mais il faut être honnête sur les limites et les risques. La diversification commerciale, c'est bien en théorie. Mais remplacer 70% de ces exportations dirigées vers les États-Unis par des marchés alternatifs, c'est un travail de décennies, pas d'années. Les infrastructures logistiques, routes, pipelines, ports, sont orientées nord-sud depuis des générations. Les réorienter prend du temps, de l'argent et une volonté politique soutenue sur plusieurs cycles électoraux. La position de force dans les négociations est une bonne idée en principe, mais elle comporte des risques. Donald Trump, comme tous les négociateurs de type rapport de force pur, peut interpréter la résistance comme une provocation plutôt qu'une invitation à la discussion. Les analystes canadiens eux-mêmes se demandent si certaines des déclarations de Carney, notamment sa description de la dépendance aux États-Unis comme une faiblesse, ne risquent pas d'irriter Washington au point de compliquer les négociations plutôt que de les faciliter. Et la transformation interne de l'économie? C'est la plus nécessaire et la plus difficile. Elle exige une rupture avec des décennies d'habitudes, une remise en question de modèles économiques bien établis, des investissements massifs dans l'incertitude. Ce n'est pas impossible. Le Canada a les ressources humaines, naturelles et financières pour le faire. Mais ça requiert une vision et une continuité politique que le système démocratique, par nature cyclique, rend difficile à maintenir. Ce qu'on voit aujourd'hui au Canada, c'est un pays qui se réveille face à une vulnérabilité qu'il aurait dû corriger il y a longtemps, et qui doit maintenant le faire en urgence, sous pression, dans un contexte d'incertitude maximale. Ce n'est pas la situation idéale, mais c'est la situation réelle. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que les économistes mesurent mal et que les politologues sous-estiment souvent. Quelque chose de plus difficile à quantifier que les flux commerciaux ou les tarifs douaniers. Je veux vous parler du changement psychologique qui est en train de se produire dans la société canadienne. Parce que c'est peut-être là que se joue la transformation la plus profonde et la plus durable. Pendant des générations, les Canadiens ont entretenu un rapport ambigu avec leurs voisins américains. Ambigu, mais profondément affectueux au fond.
Il y avait certes de l'agacement face à l'arrogance américaine, à l'ignorance fréquente des Américains sur leurs voisins du Nord. Il y avait cette plaisanterie typiquement canadienne. Saviez-vous que les Américains ne savent pas où se trouve le Canada sur une carte? Mais cet agacement se doublait d'admiration, d'attraction, d'une certaine fascination pour la puissance et la culture américaine. Ce mélange d'agacement et de fascination est en train de basculer dans quelque chose de plus sombre, de plus fondamental, une méfiance réelle, une distance qui n'existait pas avant. Les sondages récents le montrent de manière frappante. Une majorité de Canadiens estiment aujourd'hui que leur pays devrait réduire sa dépendance aux États-Unis. Une proportion significative exprime une méfiance croissante envers les intentions américaines, non pas envers le peuple américain, précisons, mais envers l'État américain dans sa configuration actuelle. C'est un glissement d'opinion remarquable, qui s'est produit en l'espace de quelques années à peine. Et ce glissement se traduit en comportements concrets. Les Canadiens voyagent moins aux États-Unis. Le tourisme transfrontalier, qui représentait des millions de déplacements chaque année, est en nette baisse. Des appels au boycott de produits américains ont émergé dans certains cercles, phénomène extrêmement rare entre deux pays aussi proches. Des personnalités publiques, des militants, des figures culturelles canadiennes ont commencé à organiser ce boycott, à le promouvoir, à lui donner une visibilité. Et au niveau des élites, politiques, économiques, intellectuelles, le changement est encore plus significatif. La conviction que Washington est un partenaire fiable, prévisible, animé de bonnes intentions envers ses alliés, s'est profondément érodée. Des décisions qui auraient été impensables il y a 10 ans sont désormais discutées ouvertement. S'éloigner de l'orbite américaine dans certains domaines, diversifier les partenariats même avec des pays que Washington considère comme des adversaires, affirmer publiquement des désaccords sur des questions de fond. Ce changement psychologique est, à mon sens, le plus difficile à inverser de tous les changements en cours. Les tensions commerciales peuvent au certes se résoudre avec un accord. Les divergences diplomatiques peuvent s'atténuer avec un changement d'administration. Mais la confiance perdue, elle, se reconstruit lentement, sur des années, parfois des décennies. Et dans le contexte politique américain actuel, marqué par une polarisation extrême et une imprévisibilité structurelle, cette reconstruction est profondément incertaine. Ce que nous voyons au Canada aujourd'hui, c'est ce que les psychologues appelleraient un moment de prise de conscience. Un pays qui réalise parfois douloureusement que la relation à laquelle il s'était habitué, dont il dépendait, sur laquelle il comptait, cette relation a changé. Et qu'il doit maintenant apprendre à exister autrement, avec plus d'autonomie, avec plus de risques, mais aussi peut-être avec plus de dignité. Pour comprendre vraiment ce qui se joue ici, il faut maintenant prendre du recul. Zoomer arrière. Parce que la relation Canada-États-Unis n'est pas une histoire isolée. Elle est la manifestation la plus visible, la plus documentée, la plus accessible d'une transformation qui touche l'ensemble du système international. Nous sommes en train de vivre la fin d'un monde. Pas de manière dramatique, pas avec une explosion, mais de manière inexorable. Le monde que nous avons connu depuis 1945, fondé sur des institutions multilatérales, des règles partagées, des alliances durables, le libre-échange comme moteur de prospérité, ce monde est en train de se fragmenter. Mark Carney lui-même l'a formulé en termes géopolitiques directs, inhabituels pour un dirigeant canadien. Une rupture de l'ordre mondial. Ce n'est pas une formule rhétorique, c'est une analyse. Et cette analyse est correcte. Plusieurs forces convergentes alimentent cette fragmentation. Premièrement, la montée en puissance de la Chine, qui propose un modèle alternatif d'organisation politique et économique et challenge la prédominance américaine sur laquelle reposait l'ordre d'après-guerre. Deuxièmement, la résurgence du nationalisme et du populisme dans les démocraties occidentales, qui érode la légitimité des institutions internationales. Troisièmement, la révolution technologique, qui redistribue les cartes de la puissance économique et militaire de manière imprévisible. Et quatrièmement, c'est le plus crucial, la décision des États-Unis eux-mêmes de remettre en question leur rôle d'architecte et de garant de cet ordre. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. Depuis 1945, quelle que soit l'administration en place à Washington,
Les États-Unis avaient maintenu un engagement fondamental envers les institutions et les alliances qu'ils avaient contribué à créer. Ils protestèrent contre certaines décisions, négocièrent de meilleures conditions, exercèrent des pressions. Mais ils ne remettèrent pas en question le système lui-même. Ils en étaient les gardiens. Cette continuité est brisée. Pour la première fois, la puissance qui était le principal garant du système international libéral manifeste la volonté de le transformer radicalement, voire de l'abandonner au profit d'une logique de pur rapport de force. C'est un changement de civilisation, pas seulement de politique. Pour des pays comme le Canada, des démocraties libérales avancées qui ont construit leur prospérité sur cet ordre, c'est un défi existentiel. Il oblige à repenser des certitudes fondamentales. Si les alliances ne sont plus garanties, comment sécuriser ses intérêts? Si les règles du commerce international peuvent être changées unilatéralement, comment planifier? Si les institutions multilatérales perdent leur autorité, vers qui se tourner? Et voici la dimension la plus intéressante de tout ça, d'un point de vue analytique. Le Canada est en train de devenir un laboratoire, une expérience grandeur nature. Si ce pays, qui représente le cas le plus favorable possible pour une alliance bilatérale, est en train de remettre en question sa relation avec les États-Unis, qu'est-ce que ça signifie pour tous les autres? Pour les pays asiatiques qui dépendent du parapluie sécuritaire américain? Pour les pays du Golfe qui exportent leur pétrole vers des marchés garantis par la puissance américaine? Pour les démocraties européennes qui comptent sur l'OTAN? La réponse à ces questions va définir la géopolitique des prochaines décennies. Et elle est encore en train de s'écrire. Je veux terminer cette analyse par un angle que beaucoup d'observateurs négligent. Parce que dans cette histoire, le Canada n'est pas seulement un pays victime de la politique américaine. C'est aussi, et c'est fascinant à analyser, un pays qui détient des atouts extraordinaires dans ce nouveau contexte géopolitique. Le Canada est une superpuissance des ressources naturelles. Troisième réserve pétrolière mondiale prouvée. Des ressources forestières gigantesques. Des terres agricoles parmi les plus productives du monde. Et surtout, c'est là que ça devient vraiment stratégique, des réserves considérables de minéraux critiques. Les minéraux critiques. Ce sont les matières premières indispensables à la transition énergétique mondiale. Le lithium pour les batteries des véhicules électriques, le cobalt, le nickel, les terres rares pour les aimants permanents des moteurs électriques et des éoliennes. La demande pour ces minéraux va exploser dans les prochaines décennies. Et le Canada en possède des gisements considérables. Or, voici la dimension géopolitique de cet atout. La grande compétition du XXIe siècle entre les États-Unis et la Chine se joue en partie sur le contrôle de ces chaînes d'approvisionnement. La Chine a pris une avance considérable en investissant massivement dans des mines en Afrique, en Amérique latine, en Asie centrale. Les États-Unis et leurs alliés cherchent à construire des alternatives. Le Canada est un partenaire naturel dans cette démarche. Avec ses ressources, son état de droit, ses standards environnementaux et sa stabilité politique. Le paradoxe, c'est que les tensions commerciales avec Washington pourraient en réalité pousser le Canada à mieux valoriser ses atouts, à développer des capacités d'exportation vers des marchés alternatifs plutôt que de tout vendre à son voisin immédiat. Le GNL, gaz naturel liquéfié, canadien, pourrait alimenter l'Europe qui cherche à se diversifier loin du gaz russe. Les minéraux critiques canadiens pourraient être traités et vendus directement aux pays qui en ont besoin pour leur transition énergétique. En d'autres termes, la crise avec les États-Unis pourrait être le catalyseur qui force le Canada à enfin exploiter pleinement son potentiel de ressources, à développer des infrastructures d'exportation alternatives, à devenir le fournisseur stratégique mondial qu'il aurait toujours pu être. C'est une transformation douloureuse à court terme. Mais les pays qui réussissent dans les grandes transitions sont ceux qui transforment leurs contraintes en opportunités. Le Canada a les cartes en main. La question est de savoir s'il va les jouer. Partie 8. Conclusion et perspective. 40 Bersier, 43 Kbaliens. Note réalisateur. Ton solennel mais porteur d'espoir. Synthèse puissante. Fin mémorable. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis n'est pas une crise passagère. Ce n'est pas un mauvais épisode qui se terminera avec le prochain mandat présidentiel ou la prochaine négociation commerciale. C'est le symptôme d'une transformation structurelle du système international.
une transformation que nous avons tous intérêt à comprendre, quelle que soit la partie du monde où nous vivons. Le premier enseignement, c'est que les alliances ne sont pas éternelles. Même les plus solides, même les plus intégrées, même celles qu'on croyait gravées dans le marbre de l'histoire, elles peuvent se fragiliser rapidement. Et quand elles commencent à se fragiliser, le processus est difficile à inverser. Le deuxième enseignement, c'est que la dépendance excessive envers un seul partenaire est une vulnérabilité stratégique. Peu importe à quel point ce partenaire est puissant, fiable, ami. Dans un monde instable, la diversification n'est pas une option. C'est une nécessité de survie. Le troisième enseignement, c'est que les pays qui s'en sortent dans les grandes transitions sont ceux qui refusent la nostalgie, qui acceptent que le monde a changé, qui adaptent leur stratégie à la réalité plutôt que d'attendre que la réalité s'adapte à leurs habitudes. L'espoir n'est pas un plan, la nostalgie n'est pas une stratégie. Carnet avait raison. Le Canada est en train de vivre cette transition en temps réel sous nos yeux. C'est douloureux, c'est incertain, mais c'est aussi d'une certaine façon fascinant à observer. Parce que les décisions qui se prennent aujourd'hui à Ottawa, les stratégies qui se construisent, les alliances qui se réorientent, tout ça va dessiner le visage du Canada pour les prochaines décennies. Et ce modèle, cette manière de naviguer dans un monde fragmenté sans perdre ses valeurs, sans sacrifier ses principes, mais en s'adaptant avec pragmatisme aux nouvelles réalités, c'est un modèle dont beaucoup d'autres pays vont avoir besoin. Le monde a changé. L'Amérique du Nord a changé. La vraie question n'est pas de savoir si cette transformation va continuer. Elle va continuer. La vraie question, c'est qui sera prêt pour le monde qu'elle va créer? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que le Canada va réussir à naviguer cette transition? Est-ce que vous pensez que d'autres pays sont confrontés aux mêmes défis? Laissez-moi votre avis en commentaire. Je lis chaque commentaire personnellement, et les plus intéressants nourrissent mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, la meilleure façon de me le dire, c'est de liker, de partager avec quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La prochaine vidéo va analyser ce que cette rupture nord-américaine signifie pour l'Europe et pour les pays émergents. Activez la cloche pour ne pas la manquer. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt.